C'est toujours un grand plaisir de savoir que vous choisissez WAB Info Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de vous informer sur WAB Info Télévision. Commençons à Paris. Le ministre national de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou, a réaffirmé devant un collectif de Congolais vivant en France: je peux être un opposant, mais je ne prendrai pas les armes. Nous sommes devenus des ministres aujourd'hui sans prendre les armes. Il y a moyen de lutter démocratiquement sans courir aux armes contre son propre pays, a-t-il déclaré. Suivez ses propos. Nous savons, lorsque vous prenez l'avion à Charles de Gaulle ou vous prenez l'avion à Zaventem, nous savons où vous allez. Et c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il faut penser à votre avenir. Ceux-là ont un agenda que vous ne connaissez pas. On peut être en désaccord avec le régime actuel, mais pensez quand même au Congo. Pensez quand même à la nation congolaise. Je peux être un opposant, mais je ne prendrai pas les armes. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes devenus des ministres et on n'a pas pris des armes. Il y a moyen de combattre ou de lutter démocratiquement, mais sans nécessairement d'aller tuer tes propres frères et sœurs. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment à l'est du Congo, c'est affreux. C'est en violation flagrante de toutes les conventions internationales et du droit international. La politique rwandaise à l'est du Congo est en train de dépeupler les populations et de repeupler les autres qu'ils viennent implanter. Vous qui êtes ici, qui êtes, j'espère, congolais, puisque nous savons que vous êtes congolais, est-ce que vraiment c'est la voie à suivre pour vous faire entendre? Non. Non, il existe d'autres mécanismes. On tue des chefs coutumiers, on les remplace par d'autres. Il y a des réfugiés qui sont aujourd'hui dans des camps, des réfugiés en République démocratique du Congo, mais leurs villages ont été déjà occupés. La désinformation, il suffit de rentrer dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous avez à peu près plus de 10 000 comptes qui sont entretenus par ces gens-là. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui via le Rwanda, c'est une guerre économique qui a un lien direct avec nos ressources minières et naturelles. À l'époque, quand j'étais vice-ministre des Affaires étrangères, vous avez suivi vous-même la déclaration de Vincent Karega, qui était ambassadeur à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il nous disait? Les phénomènes ou le phénomène AFDL est devenu résiduel parce que ces gens-là ont vieilli 30 ans plus tard. Mais aujourd'hui, on nous sort ça encore comme étant un prétexte. Comme étant un prétexte. Aujourd'hui, qui contrôle la partie où ils sont censés être? C'est eux. Pourquoi ils ne les neutralisent pas? À chaque fois, on nous sort un nouveau prétexte. Mais on sait très bien que le M23, c'est la branche avancée de la RDF. Donc, ne jouons pas. Malheureusement, il y a des compatriotes qui sont tentés par l'aventure. On a vu récemment à Nairobi. Faites votre politique. Nous sommes tous des Congolais. Nous aspirons à diriger le Congo et à prendre les relais, mais démocratiquement. Vous pouvez le faire démocratiquement. Vous n'êtes pas obligé de vous salir les mains et de faire les lits de tous ces criminels-là qui veulent la dislocation de notre... Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a réagi à l'annonce de la réouverture de l'aéroport de Goma pour des opérations à caractère strictement humanitaire. Il a tenu à rappeler les fondements légaux de cette décision, reposant sur la réglementation aérienne nationale et les rôles respectifs de la régie de voies aériennes. Plus de détails dans ses propos. Je sais qu'il y a une grosse question qui revient souvent, c'est la question du couloir humanitaire, c'est la question de la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre d'accueillir les besoins, les biens dont on a besoin pour apporter l'assistance à nos populations. Alors, il faut savoir que le monde de l'aviation, parce qu'ici nous sommes dans l'aviation, est bien organisé. D'abord, ce sont les États qui appartiennent à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. C'est pour ça qu'en République démocratique du Congo, le secteur aérien est géré à 2 niveaux.
Évidemment, il y a le niveau politique au niveau du ministère du Transport, mais nous avons la RVA d'une part, qui gère tout ce qui est infrastructure. Nous avons l'autorité de l'aéronautique civile qui s'appelle AAC, qui gère tout ce qui concerne les différentes autorisations. Je vous donne un exemple. Il n'y a aucun vol, aucun avion qui peut venir sur le territoire de la RDC sans que préalablement il n'ait obtenu les autorisations, sans que préalablement il n'ait transmis les identifiants de l'avion, donc l'immatriculation, et les membres d'équipage, le manifeste, donc le nombre de passagers, et ce ne sont que après avoir présenté tous ces documents que l'AAC délivre un document qui vous permette de survoler le territoire congolais. Parce que qu'on ne vous trompe pas, les avions sont guidés. Lorsque vous voulez entrer dans l'espace aérien congolais, même si vous devez atterrir à Goma, ne devez-vous pas passer par Kisangani ou par Kindu? Et puis les aéroports sont codifiés dans le langage des spécialistes. Et donc c'est illusoire alors de penser, parce que si c'est Pantin qui occupe les provinces ou les villes plutôt de Goma et des Bukavu, avaient eux la légitimité moindre, ils auraient déjà commencé à utiliser ces aéroports. Voilà. Il n'y a aucun aéronef qui peut, dans ces contextes où nous avons émis un NOTAM. Un NOTAM, c'est un signalement que nous avons fait à l'OACI pour dire qu'aucun avion ne peut atterrir ni à Goma, ni à Bukavu, du fait de cette occupation rwandaise avec leurs supplétifs. Et donc, dès lors qu'on a pris ces décisions, aucun avion ne peut atterrir. Et donc, l'idée ici, parce qu'il y a une urgence humanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier, même en droit de la guerre, quels que soient les contextes, on laisse toujours un couloir pour apporter de l'appui à ceux qui en ont besoin. Et ni le Rwanda, ni leur fils préféré, le supplétif M23, ne peuvent s'opposer à la nécessité qu'il y a aujourd'hui d'apporter l'appui humanitaire à nos populations qui sont sur place. Alors, ce qui va se passer, on ne va pas lever le NOTAM, mais on va organiser des vols spécifiques avec des types d'appareils précis, avec évidemment la collaboration avec à la fois les humanitaires et les Nations Unies pour voir dans quelle mesure cette assistance pourra être apportée. Ça veut dire que s'il y a un avion qui doit décoller et qui doit atterrir dans ces parties-là, cet avion, cet appareil doit d'abord se faire signaler au niveau de l'aéronautique civile avec tous les détails qu'il faut, et c'est par là que les choses pourront être organisées. Donc on ne vous trompe pas, on peut bien rêver, même si on occupe l'aéroport de Goma illicitement d'ailleurs, mais on ne peut pas être en droit de décider du trafic qui doit y être fait. Donc ça doit être quelque chose de bien clair. Dans les mêmes registres, mesdames et messieurs, Patrick Muyaya a de nouveau pointé du doigt le rôle central du Rwanda dans la rébellion du M23. Le Rwanda est le créateur, le géniteur et le porte-parole du M23, a-t-il affirmé. Il est ici. Écoutez, ça apparaît clairement que le Rwanda a représenté son fils M23 à la conférence humanitaire de Paris. Et c'est à la limite gênant de voir de ce que nous avons appris. Parce que vous savez, madame, lorsqu'on organise ces types de conférences, il y a des codes. Il y a un protocole qui doit être tenu, qui doit être respecté. Autant vous avez vu que les discours inaugurants ont appris le président Macron et c'est lui qui co-organisait les présidents Faure et Simbe, autant dans les protocoles, il était prévu une conférence de presse qui devait être organisée pour le ministre français Jean-Noël Barrot et son homologue togolais, parce qu'ils avaient l'organisation. Et donc, le fait que vous avez vu les gesticulations du ministre du réseau social, c'est d'abord sortir du cadre de ce qui a été prévu. Et c'est de l'agitation, comme nous avons eu l'occasion de le dire. C'est de l'agitation parce que très rapidement, il devait porter la parole du mouvement du fils qu'il représentait. Je crois que là, il agissait plus comme le père qui parle pour le fils, parce que le fils ne pouvait pas être présent, parce qu'il n'était pas justement qualifié pour ce type de discussion. Quoi qu'il en soit, nous savons que c'est le président rwandais qui est le créateur, le porte-parole, le géniteur du M23, et que la sortie
de son ministre des Affaires des réseaux sociaux est illustratif justement de cette complicité. Mais une complicité, j'allais dire, j'ai envie de dire même démoniaque. Comment pensez-vous que le président Macron, qui a réuni près de 70 pays et différentes organisations, on se mobilise pour dire qu'il y a une urgence humanitaire, nous devons très rapidement agir pour sauver de vies, et ceux qui se présentent comme des protecteurs, je ne veux pas rentrer dans leur narratif mensonger, s'opposent ou veuillent subordonner ou veuillent marchander la possibilité, pas seulement pour la RDC, parce que sur le coup, la RDC a réussi de nouveau à se replacer, mais cette fois-ci pour plaider pour l'humanitaire de ces populations, mais ils veulent s'opposer et faire de la politique là où il ne faut pas faire de politique. C'est inhumain, mais pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Supposons que nous ayons dénié aux Rwandais l'accès à notre sol en 1994. Qu'est-ce qui serait advenu? Qu'est-ce qui serait advenu? Et donc, depuis les génocides rwandais en 1994, c'est nous qui payons les prix. Et donc, aujourd'hui, alors que nous travaillons nuit et jour à sortir nos populations de ces souffrances, maintenant que le monde est mobilisé avec nous pour qu'on y arrive, et il y a ceux qui, tortionnaires, ce n'est même peut-être plus le mot, viennent en plus dénier l'existence d'une crise humanitaire. Alors, Yves Abdallah, parce que très souvent on nous dit, voilà, vous là-bas, vous brimez les swahiliphones entre guillemets pour utiliser les langages déplacés de ceux qui nous agressent, mais qui brime qui en réalité? Nous tous, tous les jours, on va faire, j'ai demandé d'ailleurs à mes équipes de faire les décomptes du nombre des Congolais qui sont morts. On ne parle pas des 10 000 ici qu'il y a eu pendant l'attaque de Goma, de nombre de Congolais qui sont morts depuis, on est à des milliers. Si je vous donne un seul exemple, je peux vous parler de Rutshuru, où on a systématiquement tué les membres de la communauté Hutu. Mais de quoi on parle alors? Si ce sont ceux-là qui disent qu'ils veulent le bien des Congolais, dans les territoires qu'ils occupent ou dans les parties du pays qu'ils occupent actuellement, pourquoi leur refuser l'accès humanitaire? Pourquoi dire qu'il n'existe pas de crise humanitaire? Dans le monde entier, le président Macron, les présidents Faure Gnassingbe et tous les partenaires qui étaient mobilisés à Paris se trompent. Ce n'est que le Rwanda et son fils préféré ou sa brigade avancée, c'est eux qui ont raison. Alors, tous les témoignages que nous recevons matin, midi et soir, tout ce que l'émission Kivunabiso ou Congolais Téléma montre ici, c'est des choses qui sont abstraites. C'est des choses qui sont imaginaires. Ici, les Congolais doivent davantage s'élever pour voir. C'est qui le mal, c'est qui les diables. Ça veut dire non seulement que vous voulez commencer à voler les parents, ce qu'ils ont pu obtenir par la politique de la gratuité, non seulement vous voulez imposer de taxes, mais vous déniez en plus l'existence du... Akisangani, un officier supérieur de forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, fait l'objet de poursuites judiciaires. La justice militaire l'accuse de participation à un mouvement insurrectionnel. Plus de détails, suivez ces reportages. Poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et le refus de dénoncer une infraction commise par un justiciable de juridiction militaire conformément à l'article 187 du Code judiciaire militaire, le lieutenant-colonel Chikilo Mukubi Roger, inspecteur divisionnaire à l'auditorat militaire supérieur de la Chopo, comparaît devant la chambre de la cour militaire de la Chopo où elle est présidée par le lieutenant-colonel magistrat Tomé Kamanga. À l'audience introductive de ce jeudi 30 octobre 2025, tenue dans la salle ordinaire, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Kungun Soma, soutient que le prévenu est coupable et devra être condamné sévèrement, conformément à la loi militaire. Qu'en sera-t-il, Monsieur le Président, pour mettre à l'aise mes contradicteurs qui ont peur du ministère public, même s'il faut appliquer l'article 244 du Code judiciaire militaire, nous allons nous imprimer et nous allons démontrer le comportement dangereux du prévenu. Assisté du collectif de ses avocats conseils, les prévenus continuent à clamer son innocence.
La séance de ce jour était prévue pour l'identification du prévenu et l'instruction au fond de l'affaire. C'est contradictoirement que l'affaire était renvoyée à la huitaine pour le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie de la défense, afin de savoir qui du ministère public et du prévenu gagnera ce procès. Wait and see. Mesdames et messieurs, pour terminer, ce journal retourne sur la semaine du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous laisse regarder les reportages de nos confrères de la RTNC. Au cours d'une cérémonie solennelle, en début de semaine, au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement de la première édition de la Semaine nationale du climat, organisée du 27 au 30 octobre à l'initiative du ministère de l'Environnement. Les participants aux assises devaient mener des réflexions sous le thème forêt, biodiversité et tourbière, mobilisation des finances climatiques pour le développement de la République démocratique du Congo et du bassin du Congo. Cet événement est historique et annonciateur d'un avenir meilleur dans la lutte contre le changement climatique, car la RDC a pour vocation d'être un pays solution, a dit le chef de l'État dans son discours de circonstances. Le mardi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité l'exposition Mobutu, une vie, un destin, organisée dans le hall et la mezzanine du musée national. Cette exposition, initiée par la famille du maréchal Mobutu Sese Seko, vise à montrer à la face du monde une autre facette de sa personne, au-delà de celle des dictateurs répandus à travers le monde. La communauté internationale au chevet de l'Est de la République démocratique du Congo et de la région de Grand Lac, c'est le cas de le dire, pour la rencontre humanitaire de jeudi 30 octobre 2025 à Paris, organisée par la France, la conférence de soutien à la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. Une conférence qui intervient en ce moment où la crise humanitaire, l'une des plus tragiques au monde, ne cesse de s'aggraver dans l'est du pays. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le jeudi à Paris pour participer à la conférence de soutien à la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. Le chef de l'État a foulé le sol de la capitale française en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Après les cérémonies d'accueil à l'aéroport, les cortèges présidentiels s'est ébranlé vers le centre-ville de Paris. Deux temps forts ont marqué la visite de travail du président de la République à Paris à l'invitation de son homologue de la République française Emmanuel Macron. D'abord, la rencontre de deux chefs d'État au palais de l'Élysée en présence du président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbé, à marge de la conférence de soutien à la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le président de la République s'est ensuite rendu dans la salle de la tenue de la conférence. Face à la crise sécuritaire et humanitaire majeure dans l'est de la République démocratique du Congo, la conférence de Paris visait à obtenir un engagement plus ferme pour la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat de l'AFC M23 et des forces rwandaises du territoire congolais. Après Paris, où il a participé à la conférence de soutien à la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac, le président de la République est arrivé en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi au Caire, en Égypte, à l'invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au palais présidentiel Al-Iti Adia, des questions liées au raffermissement des relations séculaires, d'amitié et de coopération entre la RDC et l'Égypte étaient au cœur de leur entretien. Le président Al-Sisi a vivement remercié son homologue de la RDC d'avoir répondu à son invitation de participer à l'inauguration le 1er novembre du Grand Musée d'Égypte. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout activer la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info Télévision. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine édition.